France Culture, 8h-20, Thomas Baumgartner au micro. Le 6 mai 2007, date du deuxième tour de la présidentielle en France, est ouvert dans notre pays ce que notre invité ce matin, Emmanuel Todd, appelle le moment Sarkozy. Un moment qui synthétise plusieurs contradictions du pays et plusieurs crises contemporaines. Crise de la religion, de la transcendance, crise de l'éducation, crise du rapport entre le peuple et les élites. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Gallimard demain, ça paraît demain, un essai intitulé Après la démocratie. Et toutes ces crises, donc, sont celles de la démocratie, du fondement démocratique et du lien entre les dirigeants politiques et le pays. Et si on peut synthétiser ça, ce sera notre travail aussi ce matin avec vous d'en discuter. Mais avant ça, on peut rebondir sur une des informations développées à l'instant par Laurence Perron. Elle a attaqué justement par certains commentaires de la presse étrangère sur quelle idéologie aurait le président Nicolas Sarkozy après les promesses qu'il a faites hier dans les Ardennes sur les emplois aidés. Et justement, j'imagine que ça amène de l'eau à votre moulin. Une des attaques de ce livre Après la démocratie, eh bien c'est une attaque directe envers Nicolas Sarkozy, envers ce qu'il représente, mais aussi envers ce qu'il est vraiment, puisque vous dites qu'il est caractérisé par plusieurs points, en particulier l'incohérence de la pensée. Ça traduirait finalement une caractéristique de la société. Vous faites une typologie de Sarkozy qui est une typologie de la société. Le livre n'est pas sur Sarkozy. J'ai bien dit que c'était l'attaque. Oui, c'était juste, je dis simplement, ces défauts doivent nous permettre de comprendre les défauts de la société française. Sur le comportement de Sarkozy en ce moment, dans une phase de crise mondiale, qui le dépasse intellectuellement et idéologiquement, comme elle dépasse d'ailleurs tous les chefs d'État occidentaux, il est lui-même. C'est-à-dire qu'il est agité, il se montre. Je dirais que, en fait, en termes de compréhension, je dirais que la différence avec les autres chefs d'État occidentaux, c'est que il ne comprend rien. J'espère qu'on parlera du contenu de la crise économique, qui est d'ailleurs un rapport avec mon livre. Il ne comprend rien, mais au fond, je crois que les autres sont modestes et admettent qu'ils ne comprennent pas. Ce qui est tout à fait étonnant chez Nicolas Sarkozy, c'est sa capacité à s'agiter, à courir la planète, en proposant des mesures qui n'ont aucun rapport avec les fondements de la crise. Donc, quelque part, il n'admet pas qu'il ne comprend pas. Donc, il y a une certaine arrogance. Mais honnêtement, tous les chefs d'État sont absolument paumés en ce moment. Quand vous dites, donc vous faites une typologie, donc au début de ce livre, sur certaines caractéristiques de Nicolas Sarkozy, vous en tirez une typologie de la société. Je disais incohérence de la pensée, médiocrité intellectuelle. Je vous cite agressivité, l'amour de l'argent, instabilité affective. Voilà les points qui le caractérisent. Mais ça me permet d'étudier en ouverture ce phénomène de vide religieux qui déstructure tous les comportements politiques sans qu'on en ait conscience. Donc je montre par exemple à quel point la disparition de ce qui restait de catholicisme est à l'amorce de la décomposition ultime des idéologies du Parti communiste, du socialisme, du gaullisme, et comment un personnage comme Nicolas Sarkozy, ou Ségolène Royal d'ailleurs, n'a pu être produit que par un système politique flottant sur un vide... En apesanteur, vous dites. Oui, qui était sur un vide idéologique général. Donc il s'agit vraiment de comprendre ce qui se passe. De même, là, je note une certaine chute du niveau éducatif du gouvernement, dans le gouvernement lui-même, ce qui est une clé d'entrée plutôt amusante d'ailleurs, qu'il ne faut pas prendre complètement au sérieux, sur les problèmes de stagnation éducative qui traversent la société française, qui peuvent expliquer pourquoi des populations en état de frustration scolaire préfèrent des gens incultes, comme Sarkozy et les sarkozystes, à des socialistes surdiplômés, par exemple. On pourra revenir là-dessus, parce que vous dites ils sont surdiplômés. D'un côté, il y a des énarques trop rigides, et puis de l'autre côté, ils sont pas fait l'ENA, donc ils ne sont pas. Oui, mais de façon générale, le livre je pense qu'il y a une sorte d'ambivalence dans le livre. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne, alors il y a un côté pamphlet. Je me fais Sarkozy, je me fais des tas d'autres gens. Je veux dire, il y a des trucs très durs sur Séguin, sur les énarques socialistes. Enfin, Séguin à 2 pages, Nicolas Sarkozy, il traverse toute la. Il est président. Et Séguin a réussi à se faire oublier, qu'il avait été le héros de la nation républicaine. Et pour moi, Séguin est le grand traître de comédie de la période. Emmanuel Todd, on va un peu vite ce matin, et je voudrais terminer là-dessus et dire que donc il y a un élément de pamphlet, mais en ce qui concerne la partie la plus importante pour moi, qui est l'analyse de l'évolution de la société française,
qu'il s'agisse du phénomène de vide religieux, de la montée de l'islamophobie, de la stagnation éducative et de la polarisation éducative du pays, en ce qui concerne les possibilités politiques que ça produit, les types de comportements que pourraient avoir des hommes politiques n'arrivant plus à manipuler le suffrage universel. Le livre est en fait un livre de chercheur et très nuancé. C'est-à-dire que moi, je dis dans le livre quelle est l'hypothèse ou le futur, où je suggère des futurs plus vraisemblables que d'autres, mais je crois vraiment qu'il y a ce qu'il faut d'hésitation et qu'à la limite, des lecteurs peuvent se faire, c'est bizarre pour un auteur de dire qu'un auteur peut ne pas le suivre, mais il y a de quoi penser autre chose, je pense aussi dans le livre. Donc il y a une sorte de paradoxe dans le bouquin, c'est très violent sur le ton, c'est vrai que je me suis lâché sur les hommes, la polémique, mais sur le fond intellectuel, c'est très certainement le plus mesuré de mes livres. Mais c'est vrai que dans la fin de ce livre, vous proposez vous avez pas ça des scénarios, mais des solutions, presque au sens chimique du terme, c'est-à-dire on met plusieurs éléments ensemble et on voit ce que ça donne. J'essaie donc ayant fait un tableau, je pense, assez varié et complet des évolutions négatives et positives de la société. Donc j'en arrive à cette espèce de contradiction fondamentale, c'est que le système politique ne marche plus parce que on ne propose pas à la population ce qu'elle attend, c'est-à-dire ce qui produit la crise économique mondiale et ce qui produit les souffrances de la société française, c'est le libre-échange. Il y a des solutions qui sont dans l'ordre du protectionnisme, mais le système politique tel qu'il est, dans l'état actuel de décomposition des idéologies, se refuse à proposer ça comme thème de débat. Donc je me dis, mais qu'est-ce que peut faire une classe politique? Qu'est-ce que peut faire la classe politique confrontée à un corps électoral qui est de plus en plus difficile à manier? Comment est-ce qu'on peut fabriquer un pseudo-débat gauche-droite dans ces conditions? Et je dis non, là le système atteint son terme. Donc que peuvent faire les politiques? Et là j'imagine trois comportements possibles, mais pour des politiques qui ne comprennent pas complètement la situation. Et donc j'ai trois, je dis, ça n'est même pas des scénarios. C'est donc j'imagine ce qui me semble la tendance un peu latente du sarkozysme ou de la droite actuelle. Ce que vous appelez la république ethnique. Oui, c'est-à-dire une tentative d'ethnicisation, c'est-à-dire d'instrumentalisation des problèmes d'immigration, de ces gosses d'immigrés qui ont des problèmes dans les banlieues. C'est comme ça que Sarkozy est arrivé au pouvoir quand même. Les émeutes de banlieue, je l'analyse en détail, sont très importantes. Et donc fabriquer une sorte de bouc émissaire. Oui, un bouc émissaire, et puis d'égalité fictive. C'est la démocratie primitive qui se construit contre un groupe. Voilà, c'est ça. L'Amérique était comme ça contre les Noirs avant. Donc c'est une formule très, très classique. Donc, alors j'explique aussi que, en fait, probablement les Sarkozy se trompent sur le sens de leur victoire électorale et que même si c'est ce qu'ils tentent à faire, je veux dire, ça ne peut qu'échouer. C'est là que l'idée de agir en fonction d'une situation qu'on ne comprend pas bien est très importante. J'évoque une possibilité qui me paraît beaucoup plus sérieuse, qui est la suppression, et sans rire, la suppression sous une forme ou sous une autre du suffrage universel. Je veux dire, si on se refuse à proposer aux gens, et puis j'évoque aussi la possibilité d'une sortie par le haut de la crise. La suppression du suffrage universel, on dirait quand même que dans la rhétorique, vous l'agitez comme un chiffon rouge pour amener la troisième qui est la plus positive, en tout cas qui serait... Vraiment pas. Je n'ai pas de pourcentage de probabilité d'action. Moi, j'ai une préférence. Le livre est optimiste en ce sens qu'il propose une solution extrêmement applicable, pratique, le protectionnisme européen. C'est ça, c'est la troisième solution. Qui en plus prend une actualité saisissante dans le contexte de crise économique. La raison pour laquelle Sarkozy et les autres chefs d'État occidentaux n'arrivent pas à agir, c'est parce qu'ils se refusent à voir ce qui est analysé dans le bouquin, à savoir que le libre-échange produit une inégalité des revenus, une compression des salaires, un déficit de la demande globale, et pas du tout simplement une crise financière. Et que pour sortir de ça, une solution très simple, ça serait d'établir une Europe protégée de 450 millions de consommateurs et de producteurs, dans lequel on relance les salaires, et cette relance des salaires permet d'ailleurs de relancer les échanges mondiaux, puisque le protectionnisme, paradoxalement, ça n'est pas la fermeture aux échanges, c'est protéger les salaires pour relancer l'activité économique. Actuellement, même la Chine souffre du libre-échange. Mais pour vous, ça ce serait possible, vous dites techniquement, mais en fait, il y a une question d'idéologie ou presque de non-idéologie. Oui, alors, bon, il y a dans le livre une critique assez sévère des économistes, mais
Mais même des politiques, puisque vous dites que les politiques, en fait, n'ont en France aucune culture économique. Mais ça, c'est pas leur faute, je dirais. C'est-à-dire, on peut pas, je veux dire, les politiques ne peuvent agir qu'à l'intérieur d'une idéologie dominante. Et en économie, ce qui est possible, c'est ce que l'idéologie dominante dit possible. Donc, on a vraiment une classe d'économistes. Les leaders d'opinion économique. Oui, enfin c'est diffus qui est absolument nul, mais ça n'est même pas le problème. Donc je m'en suis fait je me suis fait Artus pour me faire plaisir parce que c'est l'un des meilleurs et qui ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il pourrait faire. Mais au-delà de l'incapacité à penser autre chose que le libre-échange, le marché, etc., il y a un phénomène de mentalité, c'est-à-dire qui est analysé dans le bouquin, qui est lié au développement de l'éducation supérieure, à l'émergence de comportements non pas individualistes, mais narcissisés, dans un contexte de vide religieux. C'est-à-dire que encore une fois, les comportements et des idées en apesanteur, c'est ce que vous dites plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on est détaché de tout sentiment collectif. Je vais donner un exemple. Vous savez, donc, Roch clé d'entrée, réutilisation de Nicolas Sarkozy, clé d'entrée. Il n'aime pas le truc de mai 68. Des trucs du genre, il est interdit d'interdire, ou des choses comme ça. Il n'aime pas, alors que lui-même d'ailleurs est un 68 art typique, version héritier version fric en fait. Mais c'est vraiment, s'il y a un personnage anti-autoritaire des accès de type 68, c'est bien Sarkozy. Mais réfléchissez 2 minutes. Si vous êtes dans une société où il est interdit d'interdire, etc., vous n'avez plus à vous poser la question du pourquoi de l'incapacité des États à agir dans le domaine économique. Puisque agir dans le domaine économique, réguler, c'est faire des choses, en interdire d'autres, c'est quand même une expression d'autorité. Et donc il y a un bain culturel actuellement très très curieux, très très pernicieux qui est en nous. Je veux dire, je ne vaux pas mieux que les autres, je ne suis pas du tout dans une posture de dénonciation morale, qui fait que l'action de régulation paraît très difficile. Et ça touche, là je parlais de Sarkozy, mais finalement les attaques et les critiques de la mondialisation se sont révélées tout aussi incapables d'accoucher d'un projet de régulation protectionniste qui suppose un minimum d'intervention et d'action de l'État. Vous-même, Emmanuel Todd, vous dites dans ce livre que vous vous êtes retrouvé plusieurs fois en face de Dominique de Villepin pour parler de cette idée de protectionnisme européen, de fin du libre-échange. Vous dites d'ailleurs bien libre-échange, pas capitalisme, vous parlez du libre-échange. Moi, je pense tout à fait que le capitalisme régulé est la seule option possible. Je veux dire, c'est pas du tout la fin du capitalisme. Donc il y a eu une oreille à un moment donné, au moment où Dominique de Villepin était Premier ministre, il vous a écouté sur ce thème-là. Oui. Vous a entendu, peut-être. Oui, avec mon ami Hakim El Karoui, on était en train, donc on devait en discuter simplement de l'option d'un protectionnisme européen. Simplement, Chirac, je veux dire, qui ne rate jamais, quand même, il faut avouer qu'il ne rate jamais, à part la guerre d'Irak, il ne rate jamais une occasion de faire une gaffe. Apparemment, Chirac a mis son veto. Donc ensuite, Villepin m'a fait parler en ouverture de la conférence sur l'emploi. J'ai fait un petit prêche pour le protectionnisme européen devant des leaders patronaux et syndicaux absolument médusés, parce que ça n'est pas l'esprit de l'époque. Non, mais il faut reconnaître à Villepin une certaine imagination, là. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, même la réaction de l'Élysée, l'interdit posé par l'Élysée, je veux dire, c'est pas l'acte d'une personne, c'est l'irruption de l'idéologie dominante. Et ce qui est frappant, c'est à quel point un homme politique ne peut pas agir contre une pensée dominante. Je veux dire, ce qui est dramatique actuellement, si on se pose la question de président suractif, mais la vérité, c'est que ça n'est plus des hommes d'État qui sont au pouvoir actuellement, ce sont des idées. Et ce sont des idées rétrogrades qui sont au pouvoir actuellement. Il y a quelque chose de touchant à les voir tous se rencontrer, se faire des conférences de presse communes, français, anglais et autres. Mais la vérité, c'est que tout ce petit monde politique est paralysé par l'idéologie libre-échangiste et par l'idéologie du tout marché. Quand on vous entend ce matin, Emmanuel Todd, on comprend que dans ce livre Après la démocratie, effectivement, comme vous venez de le dire, on est à la fois dans le pamphlet, dans le ton du pamphlet, et en même temps dans la profondeur de vue du chercheur. On continue à parler de ce livre avec vous, Après la démocratie, qui paraît donc demain chez Gallimard. Mais à 8h moins 5 sur France Culture, c'est l'heure de votre chronique. Anna Gérard-Snama, bonjour. Bonjour, cher Thomas. Et donc, le titre de votre chronique ce matin, ce qui va intéresser Emmanuel Todd, sociologue, entre autres, après la sociologie. Bah oui, ça allait de soi.
Je ne vais pas m'aventurer, cher Emmanuel Todd, à rendre compte après une lecture rapide d'un livre aussi dense que votre dernier essai, qui est en effet un travail scientifique, bien entendu. Et je louerai comme d'habitude la richesse et la fécondité de vos observations. Je louerai aussi les conclusions audacieuses que vous en tirez, dont peu importe qu'elles soient aventurées, si elles aident à comprendre. Et je me demande si parfois vos conclusions audacieuses n'ont pas une fonction un peu heuristique. Il est peu probable, par exemple, selon moi, qu'un coup d'État supprime le suffrage universel. Mais il est probable, en revanche, que la pente actuelle de monopolisation du pouvoir par un seul homme se trouve aggravée, singulièrement à la faveur de la crise. Et ce processus peut continuer à se développer, comme c'est le cas actuellement, hélas, dans un climat général d'indifférence, entretenu par plusieurs facteurs, qu'on peut décrire à partir des principaux thèmes développés dans votre livre et que je me permets d'interpréter, bien sûr, à ma façon. La déculturation des élites, qui ne sont plus que 1% de la société, et qui, investies dans la globalisation, ne sont plus productrices de repères. Et ce premier point, remarquablement décrit dans ce livre, me paraît essentiel. 2. La frustration des 33% de classe moyenne, qui, victimes de la crise économique, tendent à se replier sur des critères identitaires. Alors, ces critères identitaires tiennent plus, à mon sens, des déterminismes de l'ethnicité, de son corrélat, la mémoire, que d'une construction personnelle, l'identité qu'on se construit à soi-même, étayée sur la connaissance de la langue et de l'histoire. Vous citez le livre de Christopher Lasch. Au même moment, vous en souvenez, puisque vous en fûtes l'éditeur avec Georges Liébert, Bella Grumberger, en France, le psychanalyste, se livrait à des travaux extrêmement intéressants auxquels je convie nos lecteurs de se reporter sur le sujet. Voir nos auditeurs. Enfin, le désespoir de nos auditeurs, pardon, vous savez, bon, il était sur France Culture, un lecteur est un auditeur réciproquement. Enfin, le désespoir, troisième facteur, des 66% de la France d'en bas, qui restera, à mon sens, passive, aussi longtemps qu'elle aura quelque chose à perdre. Autrement dit que, comme l'a très bien compris d'ailleurs le gouvernement, elle continuera à dépendre des protections de l'État et de la redistribution. Alors voilà pourquoi je doute un peu, même fort, des deux scénarios de la République ethnique ou de la suppression du suffrage universel sur lesquels vous concluez. Dans toute hypothèse, la question majeure que votre diagnostic soulève est pour moi de savoir si les sociétés dites postmodernes sont encore susceptibles de recevoir une interprétation et par là même une anticipation sociologique. Et cela pour deux raisons. La première est ce que Daniel Halévy appelait l'accélération de l'histoire dès le début des années 1950, dans un essai resté fameux, et qui hante actuellement l'imaginaire de Matignon. Pour l'après-crise, on réfléchit sur ce thème à Matignon, c'est ainsi. Zaki Laïdi a parlé dans le même sens de la tyrannie du présent, Pierre Taguieff a parlé de bougisme. Le second facteur, c'est la révolution médiatique, dont vous parlez assez peu, il me semble, hein, et notamment de l'Internet, qui fait évoluer les sociétés avec une rapidité qui défie l'analyse. Elles vont tellement vite que les instantanés que les économistes en prennent en temps réel, eh bien, les conduit à se reconnaître en deçà de toute anticipation possible. Et les instantanés que les sociologues saisissent de ce même mouvement ne peuvent en donner également qu'une image déformée. Et j'en prends à témoin le peu de temps qu'il a fallu à Emmanuel Todd lui-même pour ne plus se reconnaître dans la caricature que le discours chiracien lui a renvoyé jadis de la notion de fracture sociale. Non, mais je me suis jamais reconnu dans Chirac. Hein. Je sais bien. Non, mais et encore moins dans les images qu'il vous renvoyez de vous-même. Aucun chercheur sérieux ne peut s'identifier à Chirac à aucun moment de sa vie. Hein. Qui parle de Chirac? Je parle de la fracture sociale, là. C'est ce concept-là qui est en question. Oui, mais il n'est pas de moi. Enfin, il est de Marcel Gauchet. On l'a référé beaucoup à vous-même. Alors, pour conclure, d'un mot. Dans votre livre, vous enterrez assez volontiers les économistes. Et je me demande, d'où mon titre après la sociologie, s'il ne faudrait pas aussi reconnaître qu'il faudrait peut-être enterrer aussi la sociologie, ou plus exactement, faire de celle-ci ce qu'elle devrait être, une annexe de la discipline qui, par définition, fait référence à des repères stables, j'ai nommé, et advenus, j'ai nommé l'histoire.
Alors très rapidement, Emmanuel Todd, oui, on a déjà dépassé. C'est exactement ce que la chute est parfaite, c'est ce que j'allais dire. Moi, je veux dire, quelquefois on me caractérise comme sociologue ou autre chose. Personnellement, je suis historien de formation, élève de Leroy-Ladurie, et c'est ça. Moi, j'ai toujours eu du mal à percevoir l'existence de la sociologie. Je voudrais dire quand même une chose sur la présentation, ce qui a été dit. En 3 secondes et demie. Alors tout à l'heure. Tout à l'heure, exactement. Notre conversation se poursuit après 8h20. Rassurez-vous. Voilà, très bien, après 8h30. Il est 8h ce matin avec notre invité Emmanuel Todd qui publie demain chez Gallimard Après la démocratie. Là, on se concentre sur l'Hexagone, et sur la société finalement. Ce livre qui commence par une synthèse, j'allais dire, de l'ère du temps et en même temps avec vos armes d'historien, de sociologue, de démographe et même sur les propos économiques que vous avez dans ce livre-là. Juste sur la question de la méthode, est-ce qu'à un moment donné, l'idée de Emmanuel Todd, l'idée de ce livre-là, vous arrive en levant, j'allais dire, le nez de la feuille de votre bureau de chercheur? Non, là vraiment, c'est un livre que j'ai fait parce que j'ai fait quelques erreurs, j'ai fait quelques réussites de prédiction. Bientôt, je vais avoir 2 entailles sur la crosse de mon pistolet, l'Empire soviétique, puis l'Empire américain. Donc voilà, mais je dois avouer que ce livre-là est né d'une erreur d'analyse en fait. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'un type comme Sarkozy pouvait être élu président en France parce qu'il est sur des valeurs très importantes, comme dans la dimension de l'égalité par exemple, et dans certaines bonnes tenues intellectuelles, il est pour moi l'anti-France, le contraire de la France. Donc, je me dis, si ce type a été élu, donc je pensais qu'il serait pas élu. Enfin, cela dit, quand Ségolène Royal a été en piste, là, on était dans la folie complète. Il ne pouvait plus y avoir. J'ai également dit qu'elle pouvait pas être élue, donc j'étais forcé d'avoir raison et tort à la fois. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Je veux dire, si ce type a été élu, ça veut dire que la France a changé de telle ou telle manière. Et qu'il faut que je m'y mette en tant que chercheur. Emmanuel Todd, on a donc le départ de ce livre, vous venez de nous l'expliquer, et on vient de retrouver Alexandre Adler en ligne. On retourne à la conversation. Oui, c'était quel opérateur? Bonne question. Voilà, on pourra enquêter sur ça. Emmanuel Todd, donc ce livre, Après la démocratie, qui paraît, qui est demain en librairie, qui est édité par Gallimard. Il y a une chose que vous mettez au jour et qui sert votre argumentation, qui sert votre propos, c'est la tension sociale qui existe entre les élites et le peuple. Il y a une chose que vous dites, c'est que aujourd'hui, l'augmentation du capital culturel, l'éducation, ne garantit plus du tout l'augmentation du capital tout court. Donc là naît une tension qui est une tension sociale. J'ai repris des choses que j'avais déjà étudiées dans l'illusion économique qui date d'une dizaine d'années maintenant, puisque ça date de 98. À l'époque, le modèle qui semblait se dessiner, c'était celui d'une société où les 20% d'en haut avait à la fois le bénéfice allait avoir à la fois les bénéfices d'une éducation supérieure et d'une situation économique privilégiée. C'est-à-dire, je disais, 20% d'en haut contrôle 50% du revenu national. C'est un modèle qui s'était développé d'abord aux États-Unis. Et là, je veux dire, ce qui est quand même tout à fait fascinant dans la période récente, c'est que, surtout dans les 7 ou 8 dernières années, ce que montrent les statistiques, c'est que les gains de richesse, ce qui reste, le peu de croissance qui a existé, n'a profité qu'au 1% supérieur. On a une structure qui est 1%, 33%, 66%. Alors que les gens, c'est une structure un peu prophétique, c'est pour l'avenir, hein, alors que les gens qui atteignent maintenant le baccalauréat par génération est calé à 33%. C'est vrai qu'on est entré en stagnation, on ne sait pas si ça va repartir à la hausse, il n'y a pas de baisse. Donc le modèle n'est ni optimiste ni pessimiste, en ce sens il est pragmatique, empirique, on voit ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que l'inégalité sociale n'est pas résolue par l'éducation. Ce qui est très frappant, c'est qu'au niveau des jeunes générations, il commence à y avoir une dissociation tout à fait manifeste de la culture et de la richesse. Et alors bien entendu, ça évoque l'ouverture d'une crise, cette ouverture de ciseaux. Pour moi, c'est la partie optimiste du livre. Je ne suis pas un amateur de crise, mais je trouve que le modèle pyramidal, homogène et stable d'il y a 10 ans, qui évoquait une sorte de fin de l'histoire, où les plus riches sont les plus cultivés et verrouillent tout le système, ce modèle est en train d'exploser et on peut je reviens un peu sur les commentaires trop sympas d'Alain Gérard Slama. La seule chose sur laquelle je veux préciser, c'est que quand même, ce qu'on sent venir dans ces jeunes générations de diplômés ou de surdiplômés dont les revenus baissent, qui sont en passe de devenir les nouveaux martyrs du système, c'est pas
c'est pas l'affirmation des thématiques identitaires ou ethniques, ça serait le pari de la droite sarkozyste, c'est en fait ce qu'on sent à chaque tournant, dès qu'il y a un biais, c'est la remontée de quelque chose qui ressemble un peu à des luttes de classe à venir. Bien entendu, les luttes de classe, c'est efficace que quand les classes moyennes sont un agent moteur. Et qu'elles ont conscience d'elles-mêmes en tant que classe aussi. Et qu'elles ont conscience d'elles-mêmes en tant que classe. Oui, alors, c'est pas fait. Et puis, on est dans cet état d'atomisation, de vide religieux. De narcissisation. Oui, c'est ça. Donc ça n'est pas tout ce qu'on peut imaginer au stade actuel. C'est des luttes de classe immatures menant, je veux dire, avec beaucoup de probabilité quand même de reprise en main autoritaire de la société s'il y a des baisses du niveau de vie. Mais c'est quand même, je dirais, c'est le retour au mouvement, à l'histoire, à la contestation. Et encore une fois, une société, la réalité des bouleversements révolutionnaires ou sociaux, c'est les classes moyennes. Oui, quand les classes moyennes sont dans le refus, la grande folie du marxisme, je veux dire, il y a des mots très aimables pour Marx quand même. Pas économiste, mais Marx, analyste de la lutte des classes, mais quand même, ce qu'on constate dans l'histoire, c'est que les vrais bouleversements, c'est quand les classes moyennes se payent les classes supérieures. Hein, c'est la Révolution française, c'est le tiers-état, mais le tiers-état, en fait, je veux dire, c'est la nouvelle bourgeoisie qui contrôle le reste de la population et qui se paye les moins de 1% supérieurs de la noblesse. Et honnêtement, l'une des meilleures choses à venir sur un mode non violent pour la société française, ça serait que de nouvelles classes moyennes, je veux dire, se payent les 1% supérieurs. Et ça prendrait quelle forme, ça, Emmanuel? Ça veut dire quoi, se payer? Se payer, non, je ne suis pas sanguinaire. Je veux dire, je pense que nous sommes dans une société riche, civilisée, le taux d'homicide n'a pas augmenté. Donc, je veux dire, je pense à des retours. Quand on parle lutte de classe, on ne dit pas violence. Je veux dire, quand on dit question ethnique, identitaire, ça débouche toujours sur des phénomènes de violence. Parce que les questions d'identité, d'exclusion de l'autre, d'ethnicité, on en vient toujours à déshumaniser l'adversaire ou le bouc émissaire, et il y a des choses irrationnelles, non négociables. Et la lutte de classe, il s'agit d'intérêt. On peut toujours négocier sur des questions d'intérêt. Donc, effectivement, si la situation est trop verrouillée, il y a la guillotine. Ou ce qui est arrivé à l'aristocratie russe, mais c'était une phase quand même de l'histoire antérieure où les gens étaient un peu moins avancés, un peu plus pauvres, mais je veux dire, on peut tout à fait, je crois, appliquer le concept de lutte de classe à des phénomènes non violents, en fait, qui aboutissent à des négociations, des transactions. C'est ça que je dis. Je ne suis pas en train d'appeler, je veux dire, au grand soir. Et une des conséquences plus directes dont vous parlez, c'est par rapport à cette situation-là, c'est un sentiment et un discours du c'était mieux avant. Vous parlez de ces déclinistes, pessimistes culturels. Bah, c'est l'un des axes du livre. C'est des gens dont comment dire, comme j'étais l'un des fondateurs de l'ex-fondation Marc Bloch, puis du 2 mars, et je fais quand même partie des gens qui ont ramené dans le discours l'idée de nation. Les nationaux républicains. Oui, c'est des gens qui ont fini par ça. Et j'ai fini par m'en détacher. Beaucoup, pas du tout, je me suis pas du tout détaché de l'idée de nation. Je suis tout à fait détaché de l'espèce de version dégradée qu'utilisent des gens comme Guénaud, qui était à la fondation, auquel je m'opposais à l'époque à peu près sur tous les sujets. Déjà. Et vous continuez dans ce livre, vous en parlez beaucoup. Oui, j'en parle beaucoup, pas parce qu'il est très important en lui-même. Moi, je pense que c'est plutôt un cerveau fêlé, mais parce que mais il est ou à sa qu'avant. Enfin, moi, je l'appelle le parolier du président ou le baratineur-chef de l'Élysée dans le livre. Mais il fait les textes de Sarkozy, donc c'est pas une vindicte personnelle. Par ailleurs, il est très gentil comme type. Je veux dire, c'est pas personnel. Mais c'est lui qui fait parler le président, donc je suis forcé d'en parler. Alors, moi, c'est pas tellement sur l'idée de nation. Je n'ai pas varié. Je suis très fier d'être français, très content de l'être. Je trouve que le ministère du machin, de Hortefeux, identité nationale, est une honte pour la nation. Je veux dire, c'est en tant que patriote français que je suis scandalisé par l'utilisation que les sarkozystes font de l'idée de nation. Mais donc c'est pas ça qui m'a séparé des nationaux républicains. C'est l'espèce de pessimisme, c'est-à-dire ce côté tout est foutu, le niveau baisse. Non, il stagne, baisse pas, on est entre les deux, il faut être raisonnable. Donc cette espèce de surexplication par le déclin qui a fini par
par m'énerver peut-être par tempérament, parce que je ne suis pas pessimiste, je trouve que l'histoire reste intéressante, mais aussi parce que, globalement, en France, sur la planète, je veux dire, ce qui se passe est une transformation, ce n'est pas un déclin. C'est pas vrai que les jeunes éduqués actuels, leur nombre a cessé d'augmenter, mais il faut bien voir que par simple disparition des générations sous-éduquées antérieures, le niveau éducatif moyen de la société continue d'augmenter. Donc on peut imaginer que ça se débloque. Et puis, quoi qu'on dise, je suis désolé, Internet, c'est une innovation formidable, le téléphone portable, ça existe. Donc en fait, il y a toute une partie on est dans une transformation, on n'est pas dans un processus de déclin. Mais justement, vous parlez d'Internet, pour vous c'est un retour à l'écrit, vous dites ça à un moment donné, parce que vous en voulez beaucoup à la télévision dans le blocage du progrès éducatif. C'est une cible un peu commune, j'allais dire. Non, alors d'abord, je n'ai jamais parlé de la télévision, ça a été noté par Alain Gérard Schlama, je suis plutôt faible sur les médias en général, je suis plutôt sur des tendances de fond. Quand on parle d'éducation, on est plutôt dans des choses qui se transmettent dans les salles de classe ou dans les familles que par les médias. Je n'ai jamais, j'ai plutôt fait partie des gens qui sous-estimaient le rôle des médias, mais là je dois dire que si on regarde, comme j'ai essayé de voir pourquoi il y a eu ce phénomène de légère chute puis de stagnation éducative aux États-Unis et puis de stagnation en France, il faut bien admettre que l'irruption de la télévision qui éloigne de l'écrit est un facteur, mais c'est vérifié temporellement. Et donc je dis par contre Internet, il faut l'avouer, l'orthographe est un peu changé, mais c'est des gosses qui retournent à l'écrit massivement. Et je suis convaincu que les gosses qui sont sur Internet et qui s'écrivent en temps réel, etc., écrivent beaucoup plus que nous ne le faisions dans ma génération. On continue de parler de ce livre et des propos de ce livre, comme on le fait depuis le début de cette matinée, ce livre Après la démocratie, que vous écrivez, Emmanuel Todt, que vous publiez chez Gallimard, qui est en librairie demain à 8h30 sur France Culture. C'est votre chronique, Olivier Duhamel, ce matin, La tyrannie du look. Bonjour. Bonjour Tom. Donné dans ce livre, et Alain Gérard Schlama en parlait dans sa chronique tout à l'heure, la tyrannie du court terme qui finalement maintenant dirige l'action politique. Oui, c'est-à-dire que le court terme existe. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Comme j'ai dit, j'ai une formation d'historien français, école Brodel, Leroy-Ladurie, de la longue durée, et donc tout l'exercice dans ce livre, c'est d'essayer de rapporter des choses qui paraissent de court terme, qui paraissent conjoncturelles, superficielles, et de prendre en dessous des tendances de long terme. Quand on ramène à des variables d'évolution pour comprendre, l'exemple typique, c'est que pour comprendre simplement l'espèce de sentiment d'apesanteur, cette situation où on s'est trouvé au lendemain de l'élection, où tout d'un coup on a eu un président qui semblait capable de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de pratiquer une ouverture à gauche, de faire venir des socialistes. De se faire élire par des voix Front National. Oui, c'est ça. Donc, premier tour d'élection présidentielle, ouverture à l'extrême droite. Ensuite, après l'élection, ouverture à gauche, tout est permis. On cite le Parti communiste, plutôt, je pense à Guy Moquet, on cite les grands... Je veux dire, tout est permis. C'est la pesanteur négative. Oui, c'est ça. Mais donc, comment est-ce que... Je veux dire, Chirac a fait des bonnes blagues avec la fracture sociale, mais quand même, il restait dans un cadre idéologique qui existait. Mais pour comprendre, justement, ce moment tout à fait particulier, dont on n'est pas sorti, d'ailleurs, ça recommence avec la crise bancaire, je veux dire... Guénaud, dont on parlait, continue à faire des discours qui disent tout et son contraire, qui surtout tout. Pour en arriver là, moi, je reprends le processus, j'analyse le processus de décomposition des idéologies qui s'est étalé sur une trentaine d'années. J'identifie au départ non pas tellement la décomposition des partis politiques eux-mêmes, mais la fin ou une sorte de crise terminale du catholicisme, c'est-à-dire que même de la crise métaphysique d'une manière plus. C'est-à-dire que oui, c'est une chose qu'on ne voit pas. C'est le chapitre d'ouverture du. Le paradoxe du bouquin aussi, c'est que l'un des paradoxes, c'est qu'il s'ouvre par un chapitre qui s'appelle le vide des religieux, et il se termine par le protectionnisme européen, dernière chance de la démocratie. Donc il y a un dernier chapitre qui est consacré à une tentative rationnelle, abstraite, de dénouement de la crise.
donc dite qui suppose des hommes rationnels, éduqués, qui mettent en place un projet technique économique cohérent. Donc entre les deux, pour retrouver du sens. Mais ça s'ouvre en fait sur quelque chose de beaucoup plus profond et de mystérieux, qui est la disparition de toute croyance religieuse. Alors nous, il faut bien voir, c'est que on pense, la doctrine officielle, c'est que c'est la seule modernité possible, donc on va rigoler, je dirais avec raison, de la religiosité un peu morbide des États-Unis, et puis surtout, on ne va pas se rendre compte que l'islamophobie, la fascination de l'islam, n'est que très partiellement due aux problèmes que pose concrètement l'islam. Honnêtement, ceux qui en prennent plein la gueule, c'est les musulmans. En fait, c'est eux qui sont envahis. Bon, il y a eu le 11 septembre, mais si on compte les morts, c'est quand même le, entre guillemets, Occident. Moi, j'aime pas ce mot, mais je l'emploie. J'aime pas l'occidentalisme. Je veux dire, c'est l'Occident, qui bombarde dans des pays musulmans. Et si on est arrivé à un diagnostic de vide religieux avec ce que ça suppose, je suis désolé, la religion résout des problèmes. Elle les résout d'une façon à laquelle je ne peux pas adhérer, mais elle donne un sens à l'existence, elle donne un sens à la mort, où elle essaye, et on ne se rend pas compte que la fixation sur l'islam, c'est probablement une sorte de reconversion de la laïcité française ou de toutes les croyances françaises qui avant étaient structurées, même chez les incroyants, par l'existence du catholicisme. C'est-à-dire qu'on était contre le catholicisme, maintenant on trouve une autre religion contre. On ne se sentait vraiment bien dans son incroyance que quand on la vivait en tant qu'émancipation de la croyance. Et qu'il y avait encore une église catholique qui couvrait le tiers du territoire national, sur laquelle on pouvait taper, dont on pouvait dénoncer la primitivité et l'arriération. Et puis là, je veux dire, le drame des athées, des laïcs, enfin on appelle ça comme on veut, je ne crois plus tellement au concept d'agnosticisme, c'est que quand on est dans le vide et quand on a gagné, je veux dire, c'est là qu'on commence vraiment à se sentir mal. Parce que ce que je dis, c'est la disparition de l'Église et du sens que donnait le catholicisme à l'existence, ça ramène l'individu à sa propre finitude. Et je ne crois pas qu'on se rend compte à quel point l'islamophobie, qui est plutôt, je pense, en train de reculer dans les milieux populaires, voire l'effondrement du Front National, a énormément progressé dans les élites, et dans mon milieu, en fait, chez les intellectuels, et je ne crois pas qu'ils soient suffisamment conscients du fait qu'eux-mêmes sont en état de crise, de vide religieux, et qui sont en recherche de boucs émissaires. Oui, donc là, je ne suis plus dans le court terme. Mais on entre toujours par Sarkozy et sa politique islamophobe. Olivier Duhamel. Mais est-ce que vous n'êtes pas extrêmement optimiste en considérant que l'islamophobie recule? Est-ce que, avec la crise qui se passe maintenant, imaginez le scénario dans lequel, qui commence peut-être pour pas se produire, dans lequel le capitalisme est sauvé d'un côté par les Chinois, avec leurs 1500 milliards de réserves qui se mettent à racheter, et d'autre part par l'Arabie Saoudite. Imaginez par ailleurs que ceci se produise dans une crise longue durée, avec quand même des gens qui trinquent dur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, d'ailleurs, non seulement l'islamophobie, mais même le péril jaune, ça va revenir dans une situation dans laquelle non seulement le Sud, qui trinque, envoie ses pauvres, mais en plus, ces riches nous rachètent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui peut provoquer une nouvelle guerre civile, c'est peut-être pas le mot, mais des nouvelles formes de conflit, mais d'une violence extrême, et la ruine de la démocratie, et en effet, des poussées racistes très profondes. Vous ne craignez pas cela? C'est pas ça que je sens. J'évoque dans le livre les fixations négatives sur le monde musulman, sur la Chine. Je note la complaisance d'ailleurs des classes dirigeantes occidentales vis-à-vis de la Chine. Envers un totalitarisme communiste. Qui fait pression sur les salaires. Cela dit, maintenant la Chine risque d'être la première touchée, je dirais, par la crise mondiale. L'islam, je veux dire, le peu de mal qui nous fait stratégiquement tient au fait qu'il y a très peu de pays où il n'y a pas de pays musulmans puissants. Mais si on s'en tient à ce qui se passe en France, moi, encore une fois, j'évoque toutes les hypothèses possibles, je parle de l'ethnicisation, etc. Mais il me semble qu'on se trompe sur le sens des choses. C'est-à-dire que ce que je sens plutôt, c'est lent, je veux dire, c'est quelque chose qui vient, ça risque de prendre 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. C'est plutôt une remontée des concepts économiques et de classe. Par exemple,
l'ouverture à l'extrême droite. Mais l'un n'exclut pas l'autre. L'ouverture à l'extrême droite du sarkozysme qui a permis effectivement l'élection, la dynamique du premier tour de Sarkozy qui a été impressionnante, qui l'a amené à 31% des voix. Quand on compare aux 19% de Chirac, c'est quand même une belle performance. Il n'y a pas de doute. Le ralliement d'électeurs du Front National n'est pas la totalité des ralliements, mais c'est ce qui a donné sa dynamique, je dirais, au vote Sarkozy. Mais quand on regarde... J'aimerais bien comprendre. Vous considérez qu'il y a une alternative, juste pour être sûr de vous suivre, parce que là vous passez sur autre chose. Est-ce que vous considérez qu'il y a une alternative entre le réveil de la quote lutte des classes sous de nouvelles formes ou les guerres ethniques, et que évidemment la première est préférable à la seconde, et que c'est la première qui le plus probablement va se passer. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. J'en viens là. Je veux dire, et pour ça, je crois qu'il faut analyser dans le détail la dynamique du vote Sarkozy au premier tour. Et c'est vrai qu'il a ramassé une partie de l'électorat du Front National, mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, l'électorat du Front National a explosé en termes de classe. C'est-à-dire qu'il y avait deux composantes, ce que j'appelle entre guillemets, ironiquement, la magie du Front National, thématique identitaire, effectivement, c'était de réunir au sein de cette thématique identitaire anti-immigrés, anti-arabe, un morceau du peuple de gauche, sociologiquement, un morceau du peuple de droite, c'est-à-dire des petits commerçants et des ouvriers, qui sont les deux bases. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les petits commerçants, je veux dire, sont retournés massivement du côté du sarkozysme, et les ouvriers, au premier tour, pas du tout. Et c'est pour ça que la dernière carte du vote Front National, du vote Le Pen, en fait, au dernier présidentiel, c'était les vieilles régions ouvrières du bassin parisien. Donc, en fait, la thématique identitaire, alors là, on dit, les sarkozystes pensent vraisemblablement que c'est parce qu'ils ont dit des trucs sur l'islam, blablabla, blablabla, blablabla. Mais ce que dit le résultat des élections, c'est que peut-être que ce qui s'est passé, effectivement, c'est la disparition du Front National. Et que la disparition nationale, c'est déjà un reflux des thématiques identitaires. Et si on va plus loin dans l'analyse du vote sarkozyste, je veux dire, vous avez ralliement massif des petits commerçants, c'est-à-dire le retour de la vieille droite la plus banale. C'est pour ça que la façade méditerranéenne, qui est très riche en petits commerçants et assez pauvre en ouvriers, a complètement basculé dans le sarkozysme. Et puis les vieux. Mais ça peut changer. C'est-à-dire, Sarkozy a fait un tabac chez les vieux. Et donc, si vous analysez, nous on a ce président agité. Alors là, je dirais que c'est le président est une clé d'entrée, mais ce à quoi on aboutit est le contraire de l'image. Il se présente comme super dynamique, et en fait, c'est l'élu des petits commerçants et des vieux. C'est-à-dire, c'est le vote Sarkozy, dans ses tréfonds sociologiques, a été un peu comme le vote de juin 68. C'est-à-dire de catégories sociales et démographiques effrayées. Et peut-être effrayées certainement par les émeutes de banlieue, qui n'ont pas été ethniques, en fait, mais des émeutes de jeunes martyrisés par le système. Et tout ça, peut-être que dans 10 ans, une fois que le processus aura atteint son terme, nous montrera qu'on est en train de revenir dans notre bonne vieille France, un peu plus colorée, mais où il y a des vieux cons, où il y a des petits commerçants qui votent à droite et qui sont furibards, où il y a des jeunes de gauche, et tout ça s'articulant autour de concepts d'âge et de conflits de classe. Qui pour moi paraît beaucoup. C'est pour ça, je ne pourrais pas dire que je suis complètement optimiste, parce que pour moi, le conflit de classe immature en période de crise, de baisse du niveau de vie, etc., ça mène beaucoup plus sûrement à la dictature et à la reprise en main autoritaire qu'à l'épanouissement harmonieux de quelque chose comme une nouvelle Troisième République. Mais c'est quand même très très rassurant par rapport à ce qui a été évoqué d'ethnicisation, d'islamophobie. Et moi, j'aurais tendance à... Peut-être que la disparition du Front National mesure un début de reflux de l'arabophobie dans les milieux populaires. Alain Gérastam a voulu intervenir. Votre analyse me fait penser à la thèse de Salvatore Elli à propos du fascisme, thèse qu'il avait développée au début des années 1920, quand il disait... Non, pas du tout, parce que lui, il se trompait, mais il se trompait pas totalement. Il disait que le fascisme serait modéré dans son élan, et dans une évolution qui en effet n'a pas ressemblé à celle du nazisme, par la culture des classes moyennes.
et la catégorie de la piccola borghesia qui avait appris le latin, quoi, en quelque sorte. Or, l'objection que j'ai envie de soulever à votre propos, c'est que je suis d'accord avec vous qu'il y a une composante, en effet, indiscutablement. Vous savez, un gouvernement de droite, c'est du traditionnalisme, c'est de l'orléanisme, c'est du bonapartisme. Hein. Ça a toujours été une synthèse de ces trois composantes. La composante que vous indiquez, je la vois bien, la vieille France, alors populiste au vrai sens du mot, c'est-à-dire nostalgique. Les racines, etc., peut-être pas au sens ethnique, mais en tout cas au sens d'un modèle organique rassurant. Cette dimension-là, elle est certainement dans la clientèle du sarkozysme, mais en même temps, le problème est que cette culture n'existe plus. Cette culture de la piccola borghesia. Vous le dites vous-même dans le chapitre que vous consacrez à l'évolution de l'éducation, à la transformation. Là, à mon avis, vous savez, c'est une chose vraie, c'est que sans aucun doute le niveau baisse, ça ne veut rien dire. Ne serait-ce que parce que l'illettrisme, vous le dites, on ne le mesure que depuis 1988. Mais quand vous parlez par exemple de l'Internet et de la langue parlée dans l'Internet, c'est une langue extraordinairement appauvrie. C'est une langue totalement dépouillée des référents qui permettent la reconnaissance de l'autre et le repère dans un processus historique. C'est plus une langue de communication autre que dans l'immédiat. Alors voilà donc mon objection. Ça, je peux pas suivre. Hein. Je vois bien, mais je vous pose la question. Alors moi, cela dit, en ce qui concerne les tréfonds, si je cherche à prévoir, ce qui m'intéresse, c'est au-delà des concepts de deux classes ou plus profond encore le système éducatif, la question de ce que j'appelle le système anthropologique français. C'est pour moi la spécificité française, l'aspiration à l'égalité, la devise de la République, liberté, égalité, pas juste liberté comme dans les pays anglo-saxons, mais liberté, égalité, c'est quelque chose qui était, ça c'est, je dirais, c'est mon domaine de ma spécialité de recherche. C'est inscrit dans des structures familiales qui, depuis au moins la fin du Moyen Âge, des choses qui remontent d'ailleurs au bas empire romain certainement, des structures familiales qui ont une composante égalitaire très très forte, égalité entre tous les enfants, garçons et filles d'ailleurs, qu'on voit dans les règles d'héritage. Ouais. Et donc les vraies questions pour moi. Avant les scénarios, le livre comporte un chapitre qui s'appelle « La lente dérive du socle anthropologique ». Je spécule sur la permanence ou l'évolution de ce système anthropologique. Car il est évident que si ce système anthropologique, plus dans les règles d'héritage, mais dans les rapports entre les gens, je veux dire, c'est une façon d'être égalitaire. Je veux dire, si vous êtes en Angleterre, les Anglais, ils ont toutes les qualités, et je les aime, mais ils n'ont pas une façon d'être égalitaire. Vous voyez, si vous êtes en France, vous parlez d'égal à égal, indépendamment des classes sociales. C'est ça un système anthropologique au-delà de la famille. J'aime bien votre classification. De même, les Français n'ont pas dans la tête un modèle hiérarchique de type allemand ou germanique. Donc si ce système existe encore, je n'aurais aucun doute, aucune inquiétude. La dérive ethniciste est tout à fait improbable. Mais j'ai l'honnêteté de dire que moi, en tant que praticien de ces variables, ayant derrière moi 35, je ne sais même plus combien de décennies de recherche j'ai derrière moi, ça me fait peur. D'années, pas de décennies quand même. Bah si, moi j'ai commencé à faire de la recherche à 20 ans, j'en ai 57. Non, ça fait 37 ans de recherche. 37 ans de recherche. McCain ne sait plus combien il a de maisons. Voilà, c'est ça. C'est plus honorable d'oublier ces années que je dirais ces maisons. Mais donc, je dirais que moi je pense qu'il est toujours là, mais j'admets qu'actuellement on n'a pas les bons indicateurs. Donc là, je laisse quand même aussi le lecteur juge. Moi, je n'ai pas trop d'inquiétude, mais... C'est pour ça que la première solution dont vous parlez à la fin de ce livre, en termes d'ouverture dans ce livre, c'est première d'une république ethniciste post-chrétienne a peu de chances d'arriver. C'est pour ça que je pense que les sarkozystes et l'UMP, pour leur propre bien-être dans l'avenir et pour le bien-être de la société, devraient se contenter d'être une droite autoritaire et nous lâcher les baskets avec leurs histoires de banlieue. C'est pour ça que je pense qu'il serait bon. Je vais vous donner un truc, un symptôme de tentative de dérive ethniciste, téléguidée par en haut et instrumentalisée. Bon, quelques centaines de jeunes crétins sifflent, je ne sais plus si c'était la Marseillaise ou le drapeau français, etc. C'était pas l'international. Non, mais je veux dire, ils conspuent, enfin, ils s'agitent dans un stade lors d'un match France-Tunisie. La Marseillaise. La Marseillaise, etc. Bon, jeunes crétins, etc. Mais bon, c'est un match de football. Le lendemain, une du Figaro, je veux dire, sur le sujet, tout le monde s'exclame.
on est en pleine crise économique mondiale. Tout le monde devrait être en train de chercher des solutions à la crise économique mondiale, et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'exciter sur quelques jeunes qui, soit dit en passant, sont martyrisés économiquement dans leur banlieue. Et là, mais ça ne mène nulle part, et je suis presque convaincu que ça va échouer, et que les gens qui essayent ou qui vont essayer de nous lancer dans des aventures ou des tentatives ethnicistes vont faire certes aucune digression ne marchera. Même si ces digressions se multiplient de la part des dirigeants, ça ne marchera pas. Et vous êtes historien. J'ai une forme de confiance c'est pas que j'ai confiance dans la société française. Je pense qu'au-delà, sous les vagues, il y a des forces extrêmement profondes, extrêmement puissantes, sur lesquelles les dirigeants, ou quelques dizaines ou centaines de dirigeants, ne peuvent pas agir. Mais après la crise de 29, ça a quand même marché, ce mécanisme-là. Ça a marché dans certains pays et pas dans d'autres. Justement, j'en parle, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, là, je ne parle que de la France pour l'optimisme. C'est-à-dire que les structures familiales, les systèmes anthropologiques sont différents. Les Français ont dans leur patrimoine cette valeur d'égalité. Les Russes l'ont aussi. Les Russes aussi sont des grands décapiteurs de noblesse. Et les tentatives ethniques n'ont pas tellement marché avec les pogroms en Russie. Mais dans des pays comme les pays anglo-saxons, dans un pays comme l'Allemagne ou le Japon, je veux dire, la valeur égalitaire n'est pas là, et on peut prévoir d'autres choses. Et la réalité de la crise de 29, c'est que c'était la même crise qui a produit, avec des intensités variables, mais qui a produit le nazisme en Allemagne, des conservateurs un peu ramollos, mais pas tellement dangereux en Angleterre, le New Deal avec Roosevelt aux États-Unis, et le Front populaire en France. Le Front populaire qui est quelque chose de tout à fait sympathique et progressiste. Emmanuel Tel, vous prenez là justement une focale européenne, et le dernier point de votre livre, c'est justement cette ouverture, ce désir, ce que vous appelez un rêve pragmatique d'une zone européenne protectionniste, une Europe protectionniste. Est-ce que la crise financière vous apporte l'argument massu qui terminerait le livre? C'est-à-dire la crise, c'est pas une crise financière. Ils disent que c'est une crise financière, c'est une crise financière, mais ça c'est la surface des choses. La réalité, c'est que c'est une crise de sous-consommation. C'est-à-dire que le libre-échange produit une compression des salaires, une montée des inégalités. Donc si vous avez une poignée de riches qui se mettent tout de l'argent dans les poches, je parle vulgairement, je m'en excuse, ça donne des gens qui vont spéculer en bourse, ça va vous produire une inflation des riches, des indicateurs boursiers, une sorte d'accumulation de valeurs inexistantes qui va finir par se dégonfler, mais ça va produire au niveau des grandes masses de la population, je veux dire, une insuffisance de revenus et donc une insuffisance de la demande, et ça va finir par produire ce qu'on appelle classiquement une crise de surproduction. Et je veux dire, tant que donc, il faut chercher des débouchés pour les productions. On va chercher à l'extérieur, mais je veux dire, si chaque pays cherche à l'extérieur des débouchés à sa production nationale, vous avez un climat de guerre économique généralisé, et vous n'arrivez nulle part. Vous arrivez à des conflits. Donc, il faut créer rationnellement les conditions d'une remontée des salaires et des revenus. Et si vous pensez en termes d'un espace européen de 400 millions d'habitants ou plus, protégé, vous pouvez imaginer une relance des salaires. Et dans relance des salaires, relance de la demande, en fait une relance de la machine. Mais pour ça, il faut, je veux dire, et c'est ça qui m'inquiète dans le comportement actuel du gouvernement, c'est que, bon, il faut des concepts économiques, il faut un minimum, enfin il suffit de revenir à des concepts de keynésiens assez banals, mais il faut aussi bien comprendre que l'essentiel, au cœur de tout ça, c'est de convaincre l'Allemagne dans une négociation serrée. Je voudrais donner une clé de lecture très rapidement pour évaluer l'efficacité du gouvernement français en période de crise. Je vais essayer de vous dire pourquoi Sarkozy ne fait rien en ce moment. Je veux dire, la France ne peut peser dans le domaine international économique qu'en combinaison avec l'Allemagne. Dans tous les domaines d'ailleurs, on l'a vu au moment de la guerre d'Irak. Donc la France n'existe en termes de masse mondiale que si elle est associée à l'Allemagne. Donc si vous avez un gouvernement qui court des États-Unis à la Chine, qui parle à tout le monde, aux Anglais, etc., mais qui a établi un mauvais rapport avec l'Allemagne, vous n'allez nulle part. Et pour ce protectionnisme européen, la première chose, c'est d'en discuter avec les Allemands. Merci Emmanuel Tel, merci d'avoir été avec nous toute cette matinée dans les matins. Et donc je rappelle ce livre qui paraît demain, qui est en librairie demain, paru chez Gallimard, Après la démocratie. Merci encore une fois. Et à 9h-5 sur France Culture, on vous retrouve Marc Kravetz pour votre portrait du jour, retour sur la campagne présidentielle américaine.